Désormais, nous abordons les dossiers qui relèvent de la commission Ville proche et durable. C'est Monsieur Leblond qui va rapporter la première délibération, qui est la subvention à l'acquisition de composteurs et broyeurs de déchets verts. Monsieur Leblond. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, la réduction des déchets se fait à la source. Or, les déchets organiques représentent 40 à 60% de la poubelle moyenne d'un ménage et un composteur permet ainsi d'éviter environ 700 kg de déchets par an, sans compter l'enrichissement des sols qu'il permet. Je parle en connaissance de cause, je suis un adepte de cette pratique. Par ailleurs, les déchets verts de jardin qui sont broyés puis compostés par les habitants sont autant de transports en moins à faire par les services municipaux. Cette opération que nous vous proposons aujourd'hui se veut aussi complémentaire avec la démarche de la Cube, car ces distributions sont très ponctuelles et le composteur proposé ne répond pas toujours à la demande des habitants. Les prochaines distributions gratuites de composteurs de la Cube sont prévues les 4 octobre, 16 novembre, et la ville organisera par ailleurs, en partenariat avec la Cube, une distribution à l'occasion de la prochaine semaine du développement durable, en avril 2015. Le subventionnement des composteurs et des broyeurs proposés est avant tout une démarche symbolique qui reconduit une opération des années précédentes. Symbolique au sens propre, parce qu'elle est attendue par certains habitants qui ont une forte motivation et qu'elle permet de mesurer l'engagement de la commune vis-à-vis du compostage des déchets verts. Mais symbolique également au sens figuré, car elle représente un effort financier relativement limité, passant de 2 475 € en 2010 à 950 € en 2012. Le subventionnement de ces dispositifs à hauteur de 25 € représente donc une forme d'effet de levier qui induit, par un effet multiplicatif, des économies d'argent public. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je mets en débat Madame Mops. Monsieur le maire, chers collègues, en tant qu'adjointe du mandat précédent, je souhaite faire 3 remarques. Ma satisfaction, une demande d'amendement à la délibération et une inquiétude. La première est que je me réjouis de voir que ce dispositif est reconduit par la nouvelle majorité. Ma demande d'amendement porte sur ce point. Les modifications demandées en commission n'ont pas été prises en compte concernant le budget affecté et les moyens pour les futures personnes qui, s'ils le souhaitent, apprennent à composter, car le compostage n'est pas si évident et ceci n'est pas mentionné. Donc ça avait été évoqué en commission. Et enfin, en commission également, il y avait eu une demande d'avoir le budget prévu pour cette délibération et que donc la chargée de mission Agenda 21 soit à disposition pour donner des renseignements et des brochures gratuites éditées par l'ADEME. Et mon inquiétude porte sur le fond, car il y a tout de même une contradiction en affirmant que ce dispositif d'aide vise à réduire les volumes de déchets verts, alors que votre première décision a été d'offrir un service gratuit de ramassage de déchets verts sur la ville. Au fil des trottoirs Saint-Médardais, on voit apparaître de plus en plus de dépôts de 1 à 2 sacs sur les trottoirs, alors que ces petits volumes auraient pu être compostés sur place pour un meilleur impact sur notre environnement. Pour conclure, pouvez-vous donc amender la délibération en suivant mes propositions, donc la ligne budgétaire et l'accès à la personne de charge d'émission Agenda 21, et être plus clair sur votre politique de réduction de déchets verts, car je suis inquiète sur le message qui va être compris ou pas par les habitants. Merci. D'autres demandes d'intervention? Oui, alors, monsieur l'adjoint, vous voulez répondre? Je dirais quelques mots peut-être sur le ramassage gratuit des déchets verts. Allez-y. Bon, en ce qui concerne le budget prévu, il est de 1 500 € au niveau de la commune. Par contre, cette somme ne figure pas sur la délibération. Et on reconsidérera les choses en fonction du succès de l'opération. Tout ce qu'on peut espérer, c'est un gros succès pour une opération qui, comme je l'ai dit, est une économie d'argent public au global pour la Maison France, pour la Maison Cube, pour la Maison Saint-Médard. Merci. Oui, un petit rappel hein, sur le compostage, sur le ramassage gratuit des déchets verts. Je rappelle que dans une commune qui est aussi étendue que la nôtre, qui est aussi verte que la nôtre, nous avons pris cette décision. Pourquoi? Parce qu'elle revêt à l'évidence un très important caractère social. Les gens qui étaient le plus pénalisés par le ramassage payant de déchets verts, c'était les gens qui étaient isolés,
qui étaient âgés, qui avaient des moyens relativement insuffisants et qui, de ce fait-là, étaient amenés à devoir assumer des dépenses très considérables, de jardiniers qu'ils avaient à payer pour faire ça, de gens qui devaient payer pour amener les choses par eux-mêmes, ou bien alors payer la ville pour faire ce ramassage-là. Et nous avons pris cette décision parce que il nous semblait que c'était une action sociale dans une ville comme la nôtre. Il est évident que cette décision prise à Bordeaux aurait eu peu de sens. Mais à Saint-Médard-en-Jalles, avec ses 8500 hectares, ses 5000 hectares de forêt, le fait que presque tout le monde, enfin l'immense majorité de la population bénéficie de jardins et donc a besoin d'assurer ce ramassage-là, cette décision-là revêt un très important caractère social. Et nous en avons tous les jours des témoignages de gens qui nous remercient et qui nous font la comparaison entre aujourd'hui et ce qu'ils avaient autrefois, où ils étaient très ennuyés, très pénalisés, et qui sont très reconnaissants à la collectivité d'avoir pris cette décision. Alors peut-être qu'il faudra qu'on amène un certain nombre de correctifs en termes, par exemple, de nombre de sacs qu'on ramasse. Peut-être qu'il faudra qu'on amende le dispositif pour que les gens concentrent un peu les sacs qu'il nous faut ramasser pour limiter effectivement les coûts. Mais nous ne reviendrons pas sur cette gratuité qui nous paraît être un élément tout à fait important. Voilà, donc je vais mettre aux voix cette délibération. Qui l'approuve? Qui vote contre? Qui s'abstient? Abstention de l'opposition, je vous remercie. Nous passons désormais à l'approbation de la 8e modification du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux. C'est donc là un dossier extrêmement important pour la ville de Saint-Médard-en-Jalles et je passe la parole au rapporteur, Madame l'adjointe à l'urbanisme, Catherine Thibaudot. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, il s'agit effectivement de l'approbation de la 8e modification du PLU, du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux. Cette approbation de 8e modification est valable pour les 28 communes de la communauté urbaine et donc a été rédigée de telle sorte que les 28 communes, que le texte puisse se rapporter aux besoins des 28 communes en fonction de leur modification. Donc, sur le texte qui vous est proposé, présenté, tout ne concerne pas la ville de Saint-Médard-en-Jalles. Donc, en ce qui nous concerne, il s'agit d'un changement de zonage qui concerne le parc du Bourdieu. Donc, la ville de Saint-Médard-en-Jalles a pour objet de reclasser la totalité du domaine du Bourdieu en zone naturelle pour y aménager un grand parc public conçu avec le souci de la préservation de la nature, avec de grandes exigences qualitatives. Cet espace, bien évidemment, sera ouvert au public, sera aménagé avec des sentiers pour les promeneurs, des espaces plus récréatifs. Une zone sera plus spécialement dédiée à la protection des espèces et à la pédagogie de la biodiversité. Nous en reparlerons tout à l'heure. D'autre part, la Chartreuse sera aménagée en lieu d'animation pour la ville. Donc, afin d'assurer de manière pérenne le statut du parc du Bourdieu, je rappelle qu'aujourd'hui, ce parc est en zone 2AU, c'est-à-dire qu'il est inscrit urbanisé à long terme. À partir d'aujourd'hui, ce parc sera classé en zone N3, zone naturelle pouvant accueillir des équipements d'intérêt collectif. Je voulais souligner, faire un petit flashback par rapport à cette délibération. Le 5 avril 2014, à peine avoir été élu, M. Jacques Mangon annonçait « Je reclasserai le parc du Bourdieu en zone totalement inconstructible ». Moins de 5 mois après, nous sommes le 25 septembre 2014. C'est avec grand plaisir et un certain soulagement que je vous propose donc ce changement de zonage. Je suis ouverte à toute question. Il y a un PowerPoint, nous pouvons en débattre notamment pour vous apporter des précisions sur le zonage exact. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions? Madame Mops. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, je souhaite d'abord effectuer 3 remarques sur ces délibérations. Donc, un premier point de satisfaction, un point de déception et le troisième sur la transparence.
Le premier est de dire notre satisfaction de voir ce classement de zonage du parc du Bourdieu en zone naturelle N2G, permettant de prévoir sur le long terme des aménagements publics qui correspondent au programme de notre liste aux dernières municipales. Le fait d'avoir inscrit ce site, je pourrais vous l'amener si vous voulez. Je peux terminer ? Le fait d'avoir inscrit ce site dans le programme 50 000 logements permet de se passer d'une procédure de révision simplifiée générale du PLU et acte beaucoup plus rapidement ce passage d'inconstructibilité, comme l'a dit Madame Thibaudeau, avec le zonage existant 2AU en zone naturelle N2G. Notre déception porte sur deux motifs, le zonage des abords et l'intégration du projet dans la ville. En effet, même si la délibération mentionne la chartreuse classée, la parcelle la concernant reste en zonage UPC, qui permet de faire donc des logements, comme on a en centre-ville, en R+4. Nous sommes donc déçus de ne pas voir un projet global qui aurait permis, tel que nous l'avions imaginé, de raccorder ce parc à la ville. Le troisième point sur la transparence. La vérité est qu'il ne faut pas oublier que ce futur parc est toujours hypothétique, car les terrains précités, sauf annonce de votre part, appartiennent toujours à des personnes privées. Tant que ce sera le cas et que la ville ne sera pas propriétaire, il n'y aura pas de parc ni bar à vin. Nous ne sommes plus en campagne et il faut arrêter de lancer de la poudre aux yeux au Saint-Médardais en promettant monts et merveilles, mais de donner des éléments factuels. Donc, je souhaite que la vérité soit dite, qu'un groupe de travail soit constitué dans le cadre de la révision du PLU afin d'intégrer ce projet de ville dans une dimension plus globale. Merci. Merci. Monsieur Leblond. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, mon intervention sera en 3 points. Le premier point, pour expliquer que le site du Bourdieu est un espace protégé. Je vais faire un rapide historique des événements à la fois historiques et administratifs. Le domaine du Bourdieu date du XVIIIe siècle et figure sur des plans datant de 1748. Il s'agit à l'origine d'un domaine à destination viticole, comprenant quelques terres labourables et un vaste patrimoine boisé. En 1980, je rapproche. Ouais. Je veux pas trop. Simplement en face. Voilà. En 1980, à la demande des propriétaires, le château et les 28 hectares sont inscrits à l'inventaire des sites pittoresques du département de la Gironde. Cette mesure de protection est approuvée à l'unanimité du conseil municipal du 22 janvier 1980. Par arrêté du 20 janvier 1981, le domaine du Bourdieu, le château et le parc, est inscrit sur l'inventaire des sites pittoresques de la Gironde. Le 6 février 1981, la façade, la toiture et l'escalier du château sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Le domaine du Bourdieu bénéficie ainsi d'une double inscription, château et parc, ce qui implique les contraintes suivantes. La servitude, donc des servitudes de cité publique, AC1 correspond au périmètre de protection du château et de l'église. Et deuxièmement, la servitude AC2 correspond au site inscrit et recouvre la totalité de la propriété, les deux servitudes se superposant. Par ailleurs, une contrainte supplémentaire s'applique sur 2 zones boisées du domaine qui sont classées espaces boisés à conserver, ce qui implique qu'on ne peut intervenir sur les arbres. Pour faire une coupe ou un abattage, il faut une autorisation. Pour un défrichement, ce qui change la destination du sol, il faut une procédure de révision du PLU et une enquête publique. Sur ce domaine du Bourdieu, site inscrit, il y a ainsi une superposition de servitudes et de contraintes qui empêche tout changement de l'état des lieux prévu par les différentes procédures du Code de l'environnement, notamment l'article L340-10 et du Code de l'urbanisme, que je cite pour le Code de l'environnement. Les monuments naturels ou les sites classés ou inscrits ne peuvent être ni détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale. Cette autorisation spéciale
article R 341-9, est à adresser au préfet qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur ce projet. Pour un défrichement, il faut une autorisation ministérielle, demande à effectuer 4 mois avant les travaux. Ceci étant rappelé, la deuxième partie de mon exposé parlera de l'agression du site du Bourdieu depuis 1999. Alors la première étape, effectivement, des misères du domaine du Bourdieu, eh bien, c'est la tempête de 1999, dont on a tous souvenir, qui détruit une forte proportion du patrimoine arboré qui faisait l'intérêt de ce site, et en particulier la quasi-totalité des arbres hérités du XIXe siècle. Et puis, ensuite, c'est les hommes qui s'y mettent. En 2006, la municipalité de Saint-Médard-en-Jalles fait passer le zonage PLU de la propriété en 2AUM, ça a été dit, à urbaniser à long terme, puis elle examine en juillet 2011 une révision simplifiée pour un passage en urbanisation à court terme. Dans cette logique d'urbanisation, les servitudes d'utilité publique que j'ai citées tout à l'heure ne peuvent empêcher le domaine d'être victime en juin 2013, en pleine période de nidification, d'une opération de débroussaillage massif qui détruira plus de 10 hectares de forêt, dont des chênes et des châtaigniers, les machines écrasant la faune au sol. Il y a des photos. Cette destruction a fait l'objet d'une plainte conjointe auprès du procureur de la République, des associations de protection de la nature CEPANSO, qui est une association reconnue d'utilité publique depuis 1978, et de Naturjal, au motif, qui est une autre association de protection de la nature, au motif de destruction d'habitats d'espèces protégées, alors qu'aucune demande d'autorisation n'avait été faite auprès des services de l'État. Une inspectrice des sites, Madame Sophie de Stoppeler, a constaté, lors d'une inspection intervenue le 4 juin 2013, je cite, « d'importants travaux d'abattage d'arbres dans le parc du château du Bourdieu, ces travaux impactant fortement l'aspect de ce parc. Alors que, je cite toujours, le domaine du Bourdieu est un site inscrit, ce qui implique l'obligation d'informer l'administration de tous les projets de travaux de nature à modifier l'état ou l'aspect du site 4 mois au moins avant le début des travaux. » Donc c'est l'inspectrice qui parle. Le directeur régional de l'environnement et de l'aménagement et du logement d'Aquitaine avait d'ailleurs demandé à l'ancien maire par voie de courrier du 14 juin 2013, je cite, « d'adresser le projet qui a motivé l'abattage de ce couvert arboré au préfet du département qui décidera de l'opportunité de présenter ce dossier en commission départementale des paysages et des sites. » À ma connaissance, ce courrier était, semble-t-il, resté sans réponse. Fort heureusement, cette action destructrice n'est pas allée au bout de sa logique. Le parc est bien abîmé, mais il devrait se régénérer, ce qui aurait été bien évidemment impossible en cas d'urbanisation massive, comme cela a été prévu par l'ancienne municipalité. Alors maintenant, l'espoir, la renaissance du Bourdieu. Saint-Médard-en-Jalles, comme Paris, avec les bois de Boulogne et de Vincennes, je connais très bien Paris, ou à plus petite échelle, comme Blanquefort, avec le parc de Magellan, qui fait 20 hectares, ou celui de Mérignac, le parc de Bouran, qui fait 18 hectares, a besoin d'un poumon vert, ouvert aux habitants, et en même temps d'un lieu de préservation de la biodiversité, où les animaux pourront être à l'abri des agressions humaines. Le domaine du Bourdieu abrite en effet une large faune protégée, j'insiste, insectes, rapaces nocturnes et diurnes, passereaux, rossignols, grimpereaux, écureuils, hérissons, batraciens, salamandres, reptiles, papillons et j'en passe. Et biches, mais c'est peut-être pas protégé. Si. Par ailleurs, le Bourdieu est un lieu où s'épanouissent encore des arbres parfois très anciens, qui sont à la fois le témoin de notre passé et l'habitat de la faune. Ces arbres, malgré leur taille imposante, sont fragiles, et certaines espèces, telles le chêne, supportent très mal toute agression sur leurs branches ou leurs réseaux racinaires, notamment les élagages en particulier, qu'on voit de temps en temps sur Saint-Médard-en-Jalles. La 8e et dernière révision du plan local d'urbanisme, menée par la communauté urbaine de Bordeaux, qui nous est présentée aujourd'hui, permet, pour ce qui concerne Saint-Médard-en-Jalles, de classer le domaine du Bourdieu en zone naturelle, comme il l'était déjà avant 2006, ce qui est un premier pas vers la réalisation d'un projet de domaine naturel, de préservation des espèces, de ressourcement et d'agrément de la population et de sensibilisation du public sur la nature. Ce projet partira de la Chartreuse du XVIIIe siècle et deviendra ainsi une porte ouverte sur la nature depuis l'entrée de la ville.
Et je terminerai mes propos par une citation de Franklin Delano Roosevelt. Alors, je l'ai vue en voyageant cet été. Elle était écrite en anglais. Je vous l'ai traduit en français. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Une nation qui détruit ses sols se détruit. Les forêts sont les poumons de notre terre, purifient l'air et donnent une force nouvelle à notre population. Je vous remercie de votre attention. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Non, il n'y en a pas. Donc, à mon tour, je voudrais vous dire quelques mots pour souligner l'importance de ce dossier-là. C'est un dossier majeur pour nous, pour notre majorité, mais au-delà de ça, pour Saint-Médard-en-Jalles. C'est un dossier de rupture, comme l'a été tout à l'heure le dossier que nous avons présenté avec le tramway. C'est un dossier de rupture avec une gestion que nous avons condamnée et des projets qui nous paraissaient tout à fait contestables. Désormais, les constructions sur le domaine du Bourdieu, c'est terminé. C'est ça qui se passe et c'est important aujourd'hui. Il n'y aura pas d'urbanisation sur le domaine du Bourdieu. Les Saint-Médardais doivent le savoir. Nous tenons ici notre première promesse, ou le premier élément de notre promesse, c'est le premier étage de la fusée. Il n'y aura jamais d'urbanisation sur le domaine du Bourdieu tant que nous serons aux commandes, et j'espère même après, parce que nous ferons le nécessaire pour qu'il n'y en ait pas. Il y aura d'autres épisodes, bien entendu, d'autres épisodes qui vont nous mener à l'édification de ce grand parc public offert aux Saint-Médardais, un parc de 28 hectares à partir duquel nous allons repenser plus globalement encore l'urbanisme et la qualité urbanistique de Saint-Médard-en-Jalles et de son centre en particulier, parce qu'il n'y a pas de ville de 30 000 habitants qui ne fonctionne avec un centre qui corresponde à ce que vraiment on veut en faire. Et nous, ce que nous voulons faire de Saint-Médard-en-Jalles, c'est une ville où il fait bon vivre, où on est en harmonie entre la nature et en même temps l'animation, les choses qu'on attend d'une ville. C'est ce mélange heureux et harmonieux qui permet l'épanouissement des individus que nous voulons réussir ici à Saint-Médard-en-Jalles. Et nous n'avons pas peur de placer la barre plus haut ou différemment de ce que font d'autres villes. Nous voulons ici une certaine forme d'exemplarité entre un mode d'urbanisation qui soit ambitieux et en même temps qualitatif sur le plan environnemental et sur le plan de la place faite à la nature. Il n'y a pas contradiction entre les deux peuvent s'équilibrer, s'épauler et faire en sorte que la vie soit encore plus agréable et heureuse à Saint-Médard-en-Jalles. Alors je ferai aussi un petit commentaire sur ce que vient de me dire Madame Mops. Madame Mops, je viens de découvrir en vous une nouvelle qualité, je vous en prêtais beaucoup, mais désormais vous en avez une nouvelle, vous êtes une magicienne. Vous arrivez, par la force du verbe, à transformer radicalement les choses, et en vous écoutant, on découvre que l'ancienne municipalité était en fait la protectrice du domaine du Bourdieu, alors que vous n'avez fait qu'accumuler les intentions, que l'ancien maire exprimait très clairement sa volonté d'urbaniser ce domaine-là, que depuis 10 ans, vous avez méthodiquement franchi toutes les étapes méticuleusement pour arriver, si vous aviez été réélu, à mettre en œuvre ce programme. Et alors, vous êtes bien gentil de nous montrer, comme vous le faites aujourd'hui, les intentions, les éléments de papier. Mais ce qu'on aurait aimé voir, c'était des éléments de réalisation. Or, le concret n'a jamais été à l'appui de ce que vous dites aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, Madame Mops, ne revendiquez pas des choses qui vont vous rendre un petit peu grotesque, parce que personne ne peut vous croire. Alors exprimez ce que vous faites d'habitude, défendez vos convictions, mais n'essayez pas de travestir la réalité du passé. Tout le monde le sait ici, c'était votre volonté affirmée d'urbaniser le domaine du Bourdieu. La réalité d'aujourd'hui que nous allons mettre au vote maintenant, c'est que désormais, ça ne sera plus possible. Le parc du Bourdieu ne sera pas urbanisé et faites-nous confiance pour la suite du programme. Voilà. Donc je vais mettre ce dossier aux voix. Qui est pour son adoption? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité. Et mesdames et messieurs, je vous remercie. Désormais, au moins pour ce qui concerne l'avenir, il y a unanimité du conseil municipal pour aller dans ce sens et c'est une chance pour Saint-Médard. Nous allons maintenant passer à la délibération suivante, si je retrouve l'ordre du jour. Je vais te prendre, tu vois. Alors, dans le cadre de la commission Ville Performante, nous avons une convention de prestation de services avec la SPL Bordeaux Aéroparc pour 2014-2015. C'est M. Dubos qui rapporte. Monsieur Dubos.
Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, alors j'espère que la transition ne sera pas trop violente, parce que ce que je vais présenter ce soir, donc c'est le soutien à la SPL. La SPL, c'est une société publique locale, société anonyme, qui ne peut avoir que pour capital, que dans son capital des actionnaires publics, répartis avec 50% pour la Cube, et les autres 50% répartis sur Mérignac, Le Haillan et Saint-Médard. Cette SPL est un outil d'aménagement, de promotion et d'implantation de sociétés pour lesquelles Bordeaux Techno-Ouest investit. Son but unique est de proposer des fonciers commercialisables. Dans une logique d'autofinancement, il est indispensable que la SPL dispose d'un minimum de fonciers à commercialiser. La commune de Saint-Médard-en-Jalles participera de manière significative à cette condition. Très bien, merci. Qui souhaite intervenir? Pas de demande de parole. Donc je mets aux voix cette délibération. Qui veut l'adopter? Qui s'oppose? Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Organisme auquel la commune adhère, c'est M. Auger qui présente cette délibération. M. Auger. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, cette délibération est toute simple, donc je n'ai pas à la commenter, d'autant qu'il s'agit d'une reconduction et que par ailleurs, les montants en question sont très modestes. Donc il s'agit simplement de reconduire une association aux archivistes français pour un montant de 95 € et au réseau Carrel, qui est une coopération pour l'accès aux ressources numériques en bibliothèque, pour 50 €. Merci. Je suppose qu'il n'y a pas d'opposition. Donc je mets aux voix cette délibération. Qui souhaite l'adopter? Unanimité. Je vous remercie. Actualisation du coefficient de la taxe sur la consommation finale d'électricité. Monsieur Auger. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, donc celle-ci concerne une actualisation sur le principe d'une taxe sur l'électricité qui a été déjà votée, déjà actualisée et qui en fait, depuis une loi de 2010 et chez nous à partir de 2011, reprend la façon de récupérer des taxes sur la consommation finale d'électricité. Donc il s'agit simplement d'appliquer la loi qui nous propose d'établir l'indissage sur la comparaison des prix à la consommation hors tabac de 2013 par rapport aux ceux de 2009, ce qui conduit à passer le fameux coefficient de 8 à 8,50. Pour mémoire et pour ceux qui sont des spécialistes de la chose, depuis cette nouvelle loi, il faut actualiser ce coefficient. Dans le temps et en 2010, ça n'était pas utile puisqu'on indexait la taxe uniquement sur le prix de vente de l'énergie qui augmentait d'elle-même. Merci. C'est une délibération, comme vous le voyez, un peu technique. Madame Mops. Oui, alors je souhaitais voir avec l'ensemble du conseil municipal s'il ne serait pas possible d'étudier un amendement sur cette délibération. Donc, à savoir, comme le disait Marc Morisset en début de séance, on aimerait donc proposer des actions pour notre ville qui permettent de lutter contre les gaz à effet de serre. Cette somme représente environ 600 000 € et nous aimerions que soit proposé donc un amendement qui permettrait une ligne budgétaire qui serait réellement affectée à un réinvestissement dans les économies sur le parc communal ou dans l'investissement de production d'énergie renouvelable. Donc voilà, je voudrais savoir si vous acceptez cette proposition d'amendement, donc ajouter une ligne budgétaire spécifique. Merci. Merci. Monsieur l'adjoint. Madame Meub, j'ai bien compris votre proposition et sur le fond, on pourrait la partager. Cependant, je fais observer d'abord que cette affaire-là est reconduite d'année en année depuis longtemps et que ce fléchage que vous proposez n'a jamais été effectué. Et d'autre part, il est contraire à l'esprit et à la loi même de la M14, qui est notre Bible en matière de finances publiques. Donc je ne peux pas répondre favorablement à votre amendement. Merci. Donc je mets aux voix cette délibération. Qui souhaite l'adopter? Merci. Donc adopté à l'unanimité.
Donc, nous avons ensuite le marché public de fournitures diverses pour le pôle technique et opérationnel. C'est un avenant. Monsieur Auger. On peut peut-être d'ailleurs vous présenter les trois en même temps. Marché public sur la fourniture de denrées alimentaires, c'est également un avenant. Et enfin, marché public d'exploitation des installations de chauffage pour le compte du groupement de commandes, avenant également. Les produits d'entretien, pardon. Donc on va grouper la présentation des quatre, on les mettra en voix ensemble. Monsieur Auger. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, ces 3 ou 4 délibérations consistent uniquement à rectifier par une augmentation du crédit des contrats de fourniture diverses qui ont été cités dans le cadre légal de l'augmentation possible eu égard aux conditions du contrat d'appel d'offres. Donc je n'ai pas de commentaire particulier à faire, si ce n'est à dire que ces adaptations sont liées soit à des événements parfois un petit peu non prévisibles, et ensuite à une évolution des besoins, soit des services techniques, soit des services de la cuisine municipale. Merci. Cuisine centrale, pardon. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Donc je mets aux voix qui souhaite adopter ces avenants, pardon. Unanimité, je vous remercie. Ils sont adoptés. Donc, détermination du nombre de représentants du personnel et institution du paritarisme au sein du comité technique et du comité hygiène, sécurité et conditions de travail. Monsieur Auger. C'est la 153. Donc, monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, quelques mots d'explication sur cette délibération qui indique un nombre proposé de participants et de membres à un certain nombre de commissions. Et je voulais, avant d'aboutir au nombre, vous donner quelques explications sur la chose. Le 4 décembre prochain auront lieu des élections dites professionnelles des représentants du personnel de la mairie. À l'issue du résultat de ces élections qui détermine le nombre de représentants élus du personnel, le nombre de représentants syndicaux du personnel, la loi qui est indiquée dans le texte de 2010, je crois, de mémoire, prévoit de modifier les conditions dans lesquelles certaines commissions relatives au personnel sont mises en place. Il s'agit, pour cette fois-ci, uniquement de ce qu'on appelle le CTP en jargon administratif, si je puis dire, mais qui veut dire tout simplement comité technique paritaire. Alors il est technique parce qu'il a pour objet de réfléchir à l'amélioration de l'organisation des services de la collectivité, et il est paritaire parce qu'il était prévu jusqu'alors qu'il y ait autant de représentants du personnel que de représentants de la collectivité. Et c'est un petit peu la même chose pour un autre organisme qui s'appelle aujourd'hui le CHS, Comité Hygiène Sécurité, qui s'enrichit par cette nouvelle loi et qui devient CHS-CT, comme cela existe ailleurs. Et donc CT signifiant simplement qu'on rajoute aux conditions et au regard sur l'hygiène et la sécurité des conditions de travail. Quels sont les regards apportés sur les conditions de travail, en plus de la sécurité proprement dite. Donc ces deux organismes sont touchés par la nouvelle loi et seront mis en place dans leur nouvelle configuration après les élections de décembre, avec les deux principales modifications suivantes. La première, le comité technique paritaire devient tout court comité technique, et si on enlève le P de paritaire, c'est parce que la loi indique que la parité est supprimée. Mais, ajoute la loi, on peut la conserver si on le souhaite. Toutefois, qu'on la souhaite ou pas, qu'on la conserve ou pas, ça restera un comité technique. Et pour le CHSCT, c'est uniquement l'ajout des conditions de travail et avec, là aussi, peu de changements sur la mission initiale du CHS. Là aussi, les problèmes de parité sont les mêmes, les propositions sont les mêmes. Et de plus, la nouvelle loi fixe une fourchette de représentants possibles pour ces deux instances.
Actuellement, les deux instances comprennent 6 membres avec 6 suppléants, que ce soit pour les représentants du personnel ou pour ceux de la collectivité. 6 de chaque côté. Et 6 pour les 2 comités. La loi nous permet de choisir un nombre différent dans une fourchette, de 3 à 6, de 4 à 6 pardon, pour le comité technique et je crois de 3 à 10 pour le CHSCT futur. Alors, à partir de ces considérations, nous avons consulté les 2 organisations syndicales présentes sur notre collectivité. Nous l'avons fait parfois in extremis pour des raisons purement pratiques. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette délibération a été communiquée, notamment à l'opposition, très récemment. Mais tout simplement parce que, comme le dit la délibération, nous n'avons pu rencontrer un des syndicats qu'hier. Après avoir écouté leurs propos et avoir discuté, nous avons pensé la chose suivante. Le choix qui nous a guidés pour arriver à la conclusion que nous proposons, en gros, est le résultat de 2 axes qui nous semblent être nécessaires d'adopter de manière pérenne désormais. Le premier axe, c'est d'essayer de devenir de plus en plus performant dans tout ce que nous entreprenons. La performance, c'est naturellement le résultat avec des moyens de plus en plus resserrés. Vous comprendrez à quoi je fais allusion. Donc, la performance, pour moi, pour nous, ça consiste à dire on va prendre un nombre raisonnable et pas très élevé de représentants, mais raisonnable tout de même. Donc, nous proposons dans les 2 fourchettes, et c'est bien dans la fourchette, de passer à 4 au lieu de 6. Donc, ce n'est pas une énorme réduction. En ce qui concerne la parité, le deuxième axe qui conduit notre réflexion, c'est de dire il nous semble que ne plus adopter la parité, alors que la loi nous le permet, alors que nous avons toujours dit, depuis que nous sommes arrivés aux commandes, que nous souhaitons avoir un dialogue social rénové mais de qualité, il nous a semblé qu'il était bon de conserver cette parité. Et toutes les conséquences qui en découlent, à savoir que la parité étant adoptée, nous demanderons l'avis des représentants de la collectivité, comme nous demanderons l'avis des représentants du personnel, alors que ça n'était pas obligatoire de le faire dans les 2 camps. Voilà les 2 principes qui nous ont guidés pour vous proposer la délibération que vous avez sous les yeux. Très bien, merci monsieur l'adjoint. Y a-t-il des... Oui, monsieur Christofoli. Oui, je voudrais prendre la parole sur le sujet en tant que membre de l'opposition et participant depuis le début de la mandature à la CTP, puisqu'elle s'appelle encore comme ça jusqu'à aujourd'hui. Le CTP, pardon. Monsieur Mangon, vous nous avez fait tout à l'heure une longue litanie sur les évolutions importantes que vous avez apportées à la démocratie en nous proposant un certain nombre de postes. Celui-ci en faisait partie. Et donc, je pense qu'il y a quand même une lacune. Non, vous avez le droit de penser aux vacances encore. Une lacune dans votre raisonnement. C'est que vous nous donnez d'un côté, en nous redonnant des postes dans les équipes de coordination des conseils de quartier, vous donnez d'une main, et puis de l'autre, vous reprenez en passant le comité technique paritaire de 6 à 4, ou avec les règles de calcul, à moins que vous nous proposiez malgré tout un poste sur les 4, ou avec les règles de calcul, nous ne serons plus dans le comité technique. Donc j'ai du mal à comprendre tout d'abord comment, au nom de l'efficacité, comme l'a dit M. Auger, on travaillerait mieux à 4 qu'à 6. Ou à 8 qu'à 12. Voilà, donc on est très surpris de cette décision. On n'en voit pas l'intérêt. Je pense que c'est important que l'opposition puisse siéger au niveau du CTP. J'ai l'impression que vous en parlez à l'instant entre vous, puisque M. Auger ne m'écoute plus. Mais en tout cas, bon voilà, nous notre demande elle est très claire. Si vous souhaitez passer à 4, que vous nous proposez un poste malgré tout parmi les 4, eh bien on vous suivra là-dessus. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ben, on votera contre tout simplement. Voilà. Je sais pas, peut-être que monsieur l'adjoint veut répondre, mais enfin, tout simplement,
quoi qu'il arrive, vous serez encore présent dans la catégorie C, puisque vous y êtes et il n'y a pas de problème. Vous allez continuer à y être. C'est la plus nombreuse hein, dans la collectivité. Et alors après, tout ça n'a pas du tout été fait dans un... Pour la CAP. Voilà. Hein, on parle du CTP, clairement. Voilà. Et donc là, ça n'a pas été fait. Enfin, je vais passer la parole à M. Auger, mais ça n'a pas été fait dans l'esprit d'éliminer votre présence du tout, mais simplement pour arriver à une représentation paritaire entre les deux. Mais, elle était 6-6, elle était paritaire. Voilà. Merci, monsieur le maire. Simplement, l'efficacité, ça consiste à ne pas s'y mettre à 10 quand il suffit d'être 4. C'est tout. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Et nous avons pensé que c'était suffisant. D'autant plus que, vous le savez très bien, en réalité, dans les réunions, on est rarement 6. Donc, voilà pourquoi j'ai pensé que, vu les temps qui nous attendent à tous, il va falloir être solidaire pour gagner du temps partout où on le peut, parce que le temps, c'est de l'argent. Ça, c'est une première réponse. Pour le reste, je n'ai pas d'opposition, et je crois vous l'avoir laissé entendre, sur fond, à ce que l'opposition soit membre d'un siège sur 4. Par contre, j'ai aussi des principes. Et les principes que nous avons définis et qui ont conduit à l'ouverture, comme monsieur le maire a longuement expliqué, vous avez parlé de liste à l'après-vert, tout simplement parce que c'est une longue liste qui avant était nulle. Cette fois-ci, elle est longue et moi, je m'en félicite. Mais pourquoi voudriez-vous que, ou bien on n'est pas d'accord sur 4, alors là, c'est un débat, ou bien si on est d'accord sur 4, par application du principe, vous n'y êtes pas. Tout simplement, mais ça n'est pas... C'est d'une logique implacable. Hein. C'est là... c'est presque surréaliste, monsieur Guichou. C'est extraordinaire. C'est de la magie. Il y a que des magiciens. Il y a beaucoup de magiciens. C'est conseil magique. Bon, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que on n'a pas du tout de volonté de vous sortir de quoi que ce soit, donc on va y réfléchir et peut-être qu'on reviendra dessus et qu'on augmentera si besoin. On va faire confiance. Non. Ah oui, il faut trancher aujourd'hui. Non. C'est bon, laisse tomber. C'est extraordinaire. Bon, écoutez, je ne sais pas, peut-être qu'on peut... Est-ce qu'on peut proposer de... Écoutez, on a arrêté le nombre de 4, on va y rester. Et comme on ne désigne pas nominativement les gens, on va réfléchir à ce qu'on peut faire et peut-être à vous, à ce moment-là, vous introduire d'une manière ou d'une autre dans ça. Bon, écoutez, voilà. On en reste sur 4 par souci d'efficacité et on réfléchit pour savoir si on peut vous intégrer. Voilà. Monsieur Bouter suggère un demi-siège, mais bon, pour des raisons anatomiques, c'est compliqué. Très bien. Donc je mets aux voix la délibération à 4, sachant que pour l'instant il n'y a pas de nom et qu'on va réfléchir à votre proposition et on vous apportera une réponse. Dans ces conditions, qui vote pour? Qui s'abstient? L'opposition pour l'instant. Voilà. Et donc il en est ainsi décidé. Très bien. Nous allons maintenant dans la commission Ville Solidaire. Ah pardon, l'actualisation du tableau des effectifs, monsieur Auger, peut-être rapidement. Rapidement, monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, cette délibération a déjà été évoquée. Donc il s'agit simplement, je vais essayer d'être très bref, de faire coïncider le mieux possible, à raison de 2 toilettages annuels, ce qu'on appelle le tableau des effectifs, qui finalement est la représentation, si je puis dire, des cases de l'organigramme, et la réalité des emplois qui sont dedans. Quand il y a trop de cases vides, parce que les besoins de la municipalité ont évolué, il est bon de resserrer les choses de façon à ce que les tableaux théoriques et les tableaux réels soient proches. Donc c'est tout simplement un des 2 toilettages annuels que nous faisons à travers cette délibération. Merci. Je mets aux voix qui souhaite adopter cette délibération. Unanimité, merci. Nous passons maintenant à la
commission Ville solidaire. Madame Léris va rapporter un dossier important qui est la convention de location de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées Flora Tristan, donc la RPA, entre le CCAS et la société d'HLM Logévie. Madame Léris. Ça marche. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc une délibération qui concerne effectivement l'établissement pour personnes âgées Flora Tristan, donc qui est situé rue Frédéric Delmestre et qui comporte donc 77 logements. Il faut savoir donc que cet établissement appartient à la société Logévie qui en est propriétaire par bail emphytéotique. Et par convention, il est mis à disposition du CCS qui en devient le gestionnaire. Dans le cadre de ces relations partenariales renouvelées avec Logévie, l'UDCCAS, c'est-à-dire l'Union départementale des centres communaux d'action sociale, a renégocié un nouveau contrat type de location pour les établissements de Gironde. Je soulignerai à ce propos l'investissement de notre directrice du CCS, qui en est à la fois l'initiatrice et le moteur, pour arriver à une nouvelle convention que vous avez. Vous avez là l'ancien contrat et le nouveau contrat. Je vous invite fortement vraiment à comparer les deux et vous vous rendrez compte très vite que ce nouveau contrat est vraiment une opportunité très importante pour les personnes de la résidence puisque ce nouveau contrat permettra entre autres d'effectuer vraiment des travaux en utilisant vraiment les provisions. Vous remarquerez quelques chiffres types. Par exemple, dans l'ancien contrat, les frais généraux du bailleur étaient facturés à 0,50%. Ils ne sont plus qu'à 0,30%. Il y a un plan pluriannuel d'investissement. Le solde des provisions pourrait être réinvesti, ce qui n'était pas le cas avant. Et vraiment très important pour les résidents, l'obligation d'entretien pour maintenir le bâtiment en bon état de fonctionnement. Donc je veux vraiment souligner l'importance de cette nouvelle convention qui a été adoptée à l'unanimité au conseil d'administration du CCAS du 16 septembre dernier. Et vraiment, on peut remercier les services et se féliciter de cette bonne nouvelle parce qu'en fait, les premiers bénéficiaires en seront les résidents de Flora Tristan pour lesquels on pourra vraiment faire des travaux dont on a vraiment un besoin urgent. Donc, le fait de signer cette convention fait qu'il faut abroger la délibération qui a été prise le 27 mars 2013. Cette délibération avait validé le principe de résiliation du bail emphytéotique conclu en 1985 entre la ville et Logévie dans des conditions qui n'étaient quand même pas très favorables, pour le moins qu'on puisse dire, à la ville, entre autres avec une indemnité de sortie de bail de 400 000 € et d'autres conséquences, sachant que ces 400 000 € étaient définitivement perdus. Donc cette délibération consiste à la fois à approuver la convention dont vous êtes informés, enfin elle a été votée d'ailleurs, donc c'est une information, mais par ailleurs à voter effectivement l'abrogation de cette délibération de mars 2013. Je vous remercie. Merci à Madame l'adjointe qui souhaite intervenir. Donc je voudrais féliciter l'adjointe aux affaires sociales et puis ainsi que toute l'équipe sociale de la ville pour avoir renégocié cette convention et avoir su utiliser le levier de l'Union départementale des CCAS pour approuver les modifications que nous voulions. Nous sortons d'une situation qui était une situation qui allait devenir baroque. On était parti avec un bail emphytéotique qui donnait aucune satisfaction en termes d'investissement. Logévie faisait la sourde oreille. Nous perdions le bénéfice des sommes qui étaient non réinvesties sans aucun espoir de les voir réinvesties plus tard. Et la RPA, l'état de la RPA ne s'améliorait pas. Aujourd'hui, après une négociation très importante et un gros travail qui a été mené, non seulement nous allons faire l'économie de la somme qu'il fallait verser à Logévie, 400 000 €, ce qui n'est pas rien en période de disette des finances publiques, mais en plus, nous n'aurons pas à faire nous-mêmes les investissements qui vont être désormais négociés avec Logévie. Ça figure dans les éléments de la nouvelle convention qui sont apparus ici. Et il y a un tas d'autres éléments très importants qui apparaissent, qui vous expliquent que, véritablement, nous pouvons à la fois rester dans un mode de fonctionnement normal entre municipalités et puis bailleurs amphithéotiques, et en même temps faire bénéficier la résidence Flora Tristan qui en a besoin de tous les travaux que nous avons négociés, que nous allons négocier avec Logévie. Donc à la fois c'est une économie pour la ville, une économie sur ce qui serait passé autrement. C'est en même temps des bonnes nouvelles pour l'RPA qui va pouvoir bénéficier de travaux très importants
assez rapidement. C'est enfin un nouveau mode de relation entre un bailleur social important pour la ville, un mode partenarial au bénéfice de tous les habitants en général et des résidents de Fleury-Tristan en particulier. Donc c'est une grande satisfaction. Et je disais tout à l'heure à propos de 2 très gros dossiers que c'était une rupture, mais ce dossier-là aussi est un dossier de rupture avec une pratique ancienne, défavorable pour la ville. Et donc je la mets désormais aux voix. Qui souhaite adopter cette délibération qui abroge l'ancienne convention et valide ce que nous avons fait désormais. Unanimité, je vous remercie. Cette délibération est adoptée. Madame Léris se présente ensuite la délibération sur l'aire d'accueil des gens du voyage et notamment la tarification. Madame Léris. Oui, donc Saint-Médard-en-Jalles possède donc, il y a sur notre commune une aire d'accueil des gens du voyage qui a donc 15 emplacements, ce qui permet d'accueillir 30 familles. Cette aire d'accueil est gérée par un gestionnaire puisque c'est une délégation de service public. C'est entre autres, en l'occurrence, c'est Aquitanis. Le gestionnaire est très présent sur l'aire. Les gens du voyage sont accompagnés à la fois sur le plan social, sur le plan de la scolarisation, sur le plan de l'écoute, sur le plan de l'information. Mais depuis quelque temps, les problèmes d'incivilité s'aggravent. Entre autres, voilà, l'air est complètement souillé. J'ajoute quand même, pour donner un complément d'information, que bien sûr, sur l'air, chaque emplacement possède des sanitaires, mais qui ne sont pas utilisés par les résidents. Donc, nous avons fait plusieurs réunions de concertation très ouvertes et nous avons décidé de modifier la tarification à la nuitée. C'est donc cette délibération qui vous propose cette nouvelle tarification. L'emplacement à la nuitée, 3,20 €. Le dépôt de garantie, 80 €, qui n'a pas changé, de même que les fournitures électricité et eau, 0,14 € au kilowattheure et 3,40 € pour le mètre cube d'eau. Je vous précise aussi que ce matin, le comité des résidents s'est réuni, qu'il était informé de cette délibération. Donc, ils s'attendent tout à fait à ce qui va arriver. Et nous pensons qu'à la fois, ça permettra à la fois de payer des interventions pour nettoyer. Et en même temps, nous pensons que ce sera une occasion de comprendre que ce comportement n'est plus admissible à l'avenir. Je vous remercie de voter ce nouveau tarif. Merci. Qui souhaite intervenir? Monsieur Morisset. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, vous nous proposez une augmentation de tarif de nuitée pour un emplacement sur l'aire d'accueil des gens du voyage, passant de 2,10 € à 3,20 € sous prétexte d'augmentation des frais de nettoyage, et aucun autre élément suffisant n'a été fourni lors de la commission Ville solidaire. Donc nous regrettons que le bilan 2013 de cette délégation de service public, ainsi que le budget prévisionnel, ne soit pas présenté comme lors des années précédentes, permettant ainsi une proposition d'augmentation de tarifs tangible. Nous vous demandons donc le retrait de cette délibération pour une nouvelle présentation au prochain conseil avec tous les éléments. En conséquence, si la majorité maintient cette délibération sur cette délégation de service public, le groupe d'opposition votera contre. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Donc, quelques éléments de réponse. Nous avons préconisé cette hausse des tarifs parce que nous ne pouvions pas rester sans rien faire face aux plaintes nombreuses qui sont exprimées, parce qu'effectivement, il y avait des pratiques qui n'étaient pas en conformité avec ce qu'on souhaite observer au plan sanitaire, et d'autre part, les entreprises du secteur, les riverains du secteur se plaignaient de, effectivement, ne plus pouvoir profiter calmement, enfin pas calmement, mais je veux dire simplement, des abords du site. Nous avons depuis longtemps, avec le bailleur, essayé d'améliorer les choses dans la concertation. Apparemment, ça n'a pas donné de résultat, et donc nous en sommes venus à penser que désormais, il fallait assumer les frais de nettoyage qui étaient réclamés à juste titre par les riverains et par les entreprises, que ça n'était pas à la ville d'assumer ces frais de nettoyage puisqu'il fallait faire intervenir une entreprise extérieure, que c'était donc aux résidents, sur ce domaine-là, ils ne respectaient pas, tout au moins une partie d'entre eux, ce n'est pas tous, une partie d'entre eux ne respectaient pas les consignes normales sanitaires. Et donc, cette augmentation de tarifs a deux objets.
simple. D'une part, éviter que la ville n'assume ses frais, ce n'est pas son rôle. Elle paie déjà pour un certain nombre de sommes. Par rapport à ces terres, il n'est pas acceptable d'aller au-delà. Et deuxièmement, si les comportements des résidents de l'aire changent dans les mois qui viennent, eh bien nous reviendrons en arrière et nous reviendrons à des tarifs normaux puisque nous n'aurons plus à assumer les frais. D'autre part, pour la demande qui a été faite par M. Morisset, cette délibération ne vaut pas du tout seule de tout compte. Et bien entendu, le mois prochain, vous aurez la délibération qui présente le bilan de l'année. Elle est là pour réagir par rapport à une réalité. Voilà. Donc je mets au voie cette délibération. Qui est d'avis de l'adopter? Qui s'abstient? Qui vote contre? L'opposition vote contre. Je vous remercie. Nous passons maintenant au dossier qui correspond à la commission Ville en Mouvement. Monsieur Braun nous rapporte le dossier sur l'évolution de la halte accueil de Magudas en microcrèche. Attribution de subvention. Monsieur Braun. Oui, monsieur le maire, chers collègues, il s'agit effectivement d'une délibération traitant de l'évolution de la halte d'accueil de Magudas en microcrèche. Cette subvention nous a été demandée par la maison d'animation des Jalles, que vous connaissez tous pour son action sur le quartier de Magudas, que nous appelons au quotidien la Mage. Notre collègue Christine Ferrec, déléguée à la petite enfance, nous en dira un mot d'ailleurs dans quelques instants. Cette demande de subvention vient tout simplement à la place de la mise à disposition d'un agent qui était à disposition à la Mage, un agent de la ville. Et donc cette subvention exceptionnelle ne représente pas un coût pour la commune supplémentaire puisqu'elle vient compenser le départ de cette personne qui était mise à disposition par la commune. Merci. Des interventions? Madame Ferrec. Oui, alors en effet, monsieur le maire, chers collègues, messieurs et mesdames, la halte accueil de Magudas, donc il y avait une capacité d'accueil jusqu'à présent de 8 enfants, et donc effectivement depuis le 1er septembre, une micro-crèche qui s'appelle l'îlot Câlin, et qui peut donc maintenant accueillir 9 enfants simultanément. La maison d'animation de Jalles, qui est donc gestionnaire de cette structure, bénéficie d'une convention de partenariat avec la ville et l'accueil qui était donc assuré par du personnel de l'association et du personnel municipal. Et depuis donc juillet 2014, on note le départ de la dernière personne en tant qu'agent municipal. Et donc l'association doit donc effectivement faire face à une augmentation de la masse salariale et sollicite donc une subvention pour faire face à cette masse salariale, augmentation. Merci. Donc je mets aux voix cette délibération. Qui est d'avis de l'adopter? Unanimité, je vous en remercie. Nous abordons maintenant la délibération qui concerne les nouvelles propositions tarifaires pour le Ciné-Jalles à compter de la rentrée 2014. C'est Madame Dumas qui rapporte. Madame Dumas, c'est bon. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, effectivement, il s'agit ici de vous proposer donc des nouveaux tarifs à compter de la rentrée 2014. Dans le cadre de la nouvelle politique culturelle, il s'agit ici de proposer un élargissement de l'offre du cinéma de la ville, qui s'appelle, comme vous le savez, le Ciné-Jalles, et qui est géré en délégation de service public par la société Artec. À partir du mois d'octobre, une nouvelle programmation plus large sera proposée, avec des retransmissions en différé pour le moment, puisque nous n'avons pas de parabole, donc une retransmission de spectacles vivants. Donc j'entends par là des concerts, des comédies musicales, des ballets, des one-man shows par exemple. Pour cela, un abonnement doit être pris auprès des distributeurs spécialisés. Du coup, les tarifs sont différents par rapport aux séances classiques de cinéma. Les tarifs proposés seront de 12 à 19 € et la société Artec s'est engagée à appliquer systématiquement le tarif imposé le plus bas. Il y a également une précision par rapport à une recommandation de la Fédération des cinémas français qui demande, dans un souci de simplification, qu'il n'y ait plus qu'une seule majoration unique fixée à 1 € pour les films en 3D, notamment dans un souci de simplification, tout simplement. Merci. Merci. Les demandes d'intervention? Non, je mets aux voix. Qui est d'avis de l'adopter? Qui s'abstient?
Abstention de l'opposition. Merci. Donc, cette délibération est adoptée. Diffusion de l'opéra La Bohème, convention de partenariat entre l'Opéra national de Bordeaux et la commune de Saint-Médard-en-Jalles, adoption des tarifs. C'est Madame Dumas qui rapporte. Ce qui nous permettra de conclure sur une note musicale et de qualité. Donc, sur la même lignée, Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, nous abordons donc la diffusion de l'opéra La Bohème et la convention de partenariat entre l'Opéra national de Bordeaux et la commune de Saint-Médard-en-Jalles. La municipalité a décidé d'enrichir l'offre culturelle et d'organiser des grands événements pour animer la ville. Il y a déjà effectivement des grands événements et une vie culturelle à Saint-Médard-en-Jalles. Donc j'entends par là notamment le Carré des Jalles, qui est une magnifique salle dont la compétence de la directrice et ses choix artistiques sont reconnus. Des festivals originaux qui sont portés par des associations, des structures de la ville. Le carnaval, qui est un temps fort pour les familles et un événement fédérateur pour les associations et puis d'autres piliers de la vie culturelle. Cependant, il s'agit ici donc de proposer un opéra en plein air qui sera diffusé demain soir à partir de 19h45, place de la République, en direct par satellite du Grand Théâtre de l'Opéra. Cette diffusion est organisée dans 59 salles en France le même soir, mais Saint-Médard-en-Jalles est la seule commune de l'agglomération bordelaise à le proposer en plein air. Il fait l'objet d'un partenariat gratuit et d'une convention entre la ville de Saint-Médard-en-Jalles et l'Opéra national de Bordeaux. Pour cela, pour pouvoir proposer au plus grand nombre l'accès à cette diffusion, la municipalité a proposé un tarif unique de 2 €. Le choix a été porté sur l'œuvre universelle et intemporelle de Puccini. Donc vous avez la communication qui a été diffusée dans toute la ville. Et c'est une version modernisée par un metteur en scène très influent actuellement. La soirée se terminera par un feu d'artifice. Merci. Merci. Alors, y a-t-il des demandes d'intervention? Christine? Oui, Monsieur Morisset, vous voulez intervenir? Christine? Quelqu'un veut intervenir? Oui. Alors, Monsieur Morisset. Mesdames et messieurs, la retransmission de cette adaptation de la Bohème est une bonne chose pour la diversité culturelle et nous espérons que la météo sera agréable. Normalement. Par contre, vous n'avez pas fourni le coût pour la ville de cette retransmission. Alors là, sur l'affiche, celle présente ci, là, apparemment, mais pas peut-être sur d'autres. Apparemment, certaines affiches n'auraient pas les tarifs de 2 € mentionnés dessus. Ce n'est pas indiqué, donc, effectivement, par rapport à ça. Donc, il y a une petite question là-dessus qui se pose. Donc, comment se fait-il qu'effectivement, ça soit 2 €? Et enfin, pouvez-vous présenter le budget donc, pour cette opération? Et donc, voilà, côté notion de transparence, effectivement, de ce côté-là, on ne voudrait pas que ça soit un rappel dans cette instance. Donc, merci de ce côté-là de nous répondre. Et puis, enfin, sur le prix de la place de 2 €, est-ce qu'effectivement, ça ne risque pas d'être un frein à la volonté démocratique d'accès à la culture pour tous dans un plein air encore sain? Voilà, merci. D'autres, merci. D'autres demandes d'intervention? Éteignez, s'il vous plaît, votre... Éteignez, merci. D'autres demandes d'intervention? Non. Madame l'adjointe, vous voulez peut-être donner le budget, puis après, je donnerai quelques éléments complémentaires. Monsieur Morisset, en ce qui concerne le budget, il s'avère que nous avons travaillé avec des partenaires financiers. Donc pour les citer, il y a le Centre Leclerc de Saint-Médard-en-Jalles, JTC Construction, Safran Héraclès et le restaurant chez Max. Donc ils ont participé à l'élaboration du budget pour tout ce qui est communication, partenariat, convention, que ce soit avec Artec notamment, qui s'occupe de toute la retransmission. Pour votre information, dans un souci de transparence, nous vous ferons passer le budget où vous pourrez retrouver le coût de revient de la diffusion de l'opéra avec les dépenses et les recettes.
Au final, le solde pour la ville est de combien? Vous l'avez lu? Alors, total pour la ville, 5 909 et les recettes, 5 000. Voilà, donc ça nous coûte, ça va coûter à la ville 909 euros. Alors, en ce qui concerne l'accès démocratique, je ne comprends pas trop votre question, parce que justement, c'est dans le cadre d'une proposition pour un événement d'excellence à 2 euros. Je ne comprends pas trop votre question. Bon. Voilà, donc merci Madame l'adjointe. Donc, quelques éléments pour compléter la réponse. S'il vous plaît, mes chers collègues. Quelques éléments pour compléter la réponse de Madame Dumas. Nous sommes là au plein cœur de notre volonté, de ce que nous avions dit également il y a quelques mois, puisque notre volonté, c'est finalement non pas seulement de parler de culture pour tous, mais véritablement de faire des choses et des actes, de prendre des actes qui à la fois animent la ville et qui mettent à portée de ceux qui n'y ont pas accès facilement des éléments de qualité culturelle importante. Cet opéra l'opéra est traditionnellement présenté comme un art coûteux, il est coûteux d'aller assister à des séances d'opéra. En plus, on prétend que c'est un art élitiste. Eh bien, nous faisons le pari que les Samédardais peuvent apprécier des événements de ce type et qu'on peut s'organiser pour que ces événements ne coûtent pas cher. Et effectivement, 2 euros, je crois qu'on ne peut pas aller en dessous, d'autant que nous avions l'obligation de faire en sorte l'obligation de diffuser ça de manière payante. Nous avons essayé de faire payer le minimum. Je crois que 2 euros, pratiquement tout le monde peut l'assumer. Et en tout état de cause, nous sommes aussi arrangés pour que cette extension de l'offre culturelle de la ville ne coûte pas d'argent à la ville en utilisant des partenariats avec des acteurs importants de la ville, que nous remercions ici. Et bien entendu, ça préfigure aussi ce que nous voulons faire dans beaucoup de domaines en termes de mutualisation avec d'autres villes de la communauté urbaine. Et je remercie à cette occasion à la fois la ville de Bordeaux et l'Opéra de Bordeaux d'avoir compris et d'avoir voulu participer à nos côtés à cette offre qui va dans un sens de culture pour tous et de mutualisation intelligente. Voilà. Nous en sommes donc arrivés au terme du conseil municipal. On va d'abord commencer par voter ça et ensuite on sera arrivé au terme. Et donc nous allons voter dans l'allégresse de la bohème. Nous allons voter cette délibération. Qui est pour adopter cette délibération? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et je vous précise, mes chers collègues, mais vous le savez, vous n'avez pas oublié, que les élections sénatoriales ont lieu dimanche et que nous devons tous aller voter, que c'est même une obligation qui nous est faite à nos élus. Donc, bon vote dimanche. Merci.